Bonjour! Alors, je vais vous parler d'un livre qui ne parle pas d'un monstre. Non, non, non. Ça parle d'un regard. Un regard qui crée, un regard qui détruit et un regard qui, écoutez-moi bien, façonne le réel. Alors, on va marcher ensemble, pas à pas, dans cette histoire, dans cette lecture que je pense vous pensez connaître, dont vous avez certainement entendu parler, mais que vous avez peut-être jamais véritablement entendu. Alors on est parti. Marie Shelley, elle avait 19 ans quand elle a écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne. 19 ans à peine. Vous vous rendez compte? Et pourtant, ce qu'elle a écrit, mais ça dépasse la littérature. C'est littéralement une radiographie de l'humanité. Parce qu'en fait, dans cette histoire, Victor Frankenstein, Victor, on va l'appeler, voilà. Victor, c'est un jeune savant qui veut repousser les limites du monde, de la connaissance, de la médecine. Alors il assemble un corps. Littéralement, il défie la mort et il donne la vie. Mais au moment où la créature ouvre les yeux, il ne voit plus un miracle. Victor, il voit plus que sa peur et il fuit. Et c'est là que tout commence. C'est dans cette fuite, dans ce regard détourné au moment où il fallait aimer. La créature, donc Frankenstein, il est laissé seul. Il a ni nom, ni repère. Donc, il apprend par lui-même à lire, à parler, à penser. Frankenstein, il observe les humains, il essaie même de s'en rapprocher, mais partout où il va, l'écrit précède la parole, vous voyez? On le chasse, on le frappe, on le fuit et pourquoi? Simplement parce que son visage dérange et vous savez quoi? C'est exactement là que Marie Shelley devient d'une modernité, époustouflante. Parce qu'avant même que la psychologie sociale existe, elle décrit Marie Shelley ce qu'on appellera plus tard le stigmate selon Erving Goffman. C'est en fait ce mécanisme, le stigmate, par lequel on réduit quelqu'un à une seule caractéristique. Et ici, Frankenstein, c'est même plus une personne, c'est une apparence. Et son apparence est un danger. Frankenstein est donc traité de monstre. C'est un mot qu'on crie avant même de savoir qui il est. Et le plus terrible, c'est qu'à force d'être traité comme un monstre, Frankenstein le devient. Pas par nature, mais par désespoir. Et dans toute l'histoire humaine, ce qu'on refuse de voir finit toujours par se venger. Pas de haine, mais de douleur. Et quand Frankenstein se regarde dans l'eau, il ne se reconnaît même pas. Il découvre qu'il n'a pas de place dans le monde des hommes. Et là, on va parler un petit peu de Lacan en psychologie qui lui parle du stade du miroir et là c'est plutôt inversé. Donc là où nous nous construisons en nous reconnaissant, donc à travers le miroir du parent ou le miroir face à nous-mêmes en fait, et ben lui, Frankenstein, se brise en se découvrant et Victor dans cette histoire, le fameux Victor, le créateur. Victor, c'est celui qui a créé la vie et qui refuse d'en assumer la responsabilité. C'est celui qui se dérobe, qui fuit encore et encore Frankenstein, et qui fera porter à Frankenstein, de par son existence, le poids d'absolument tous ses fardeaux. Et vous savez quoi? Victor, c'est la société. Et Hans Jonas parlait du principe de responsabilité. C'est le pouvoir qui implique le devoir. Et Marie Shelley, avant lui, l'avait déjà écrit, en fait, dans Frankenstein. Ce qu'on met au monde, une idée, une parole, un enfant, Frankenstein, nous réclame présence. Tandis que Victor, lui, il s'est absenté. Il a disparu. Et son silence, sa peur, sa honte ont fait naître la rage de Frankenstein qui voulait, lui, simplement être reconnu, simplement être entendu, simplement être vu dans sa vérité. Et vous savez, on parle du livre, un livre vraiment que j'ai adoré, du coup, Frankenstein, mais j'ai aussi récemment regardé le film Frankenstein qui est sorti sur Netflix. Et dedans, il y a une scène qui, je crois, dit tout. C'est-à-dire que Frankenstein revient voir Victor, son créateur, et Frankenstein, il est épuisé, il est blessé, il est seul. Et il dit à Victor d'une voix vraiment calme, et c'est là aussi tout l'important, c'est que Frankenstein, la plupart du temps, reste calme face à un Victor qui pète son plomb, quoi. Vous voyez? Et donc du coup, Frankenstein, il lui dit d'une voix presque calme: «Fais-moi une compagne, tu m'as donné la vie, mais tu m'as condamné à la solitude». Et vous savez quoi? Victor, il va refuser. Il se crispe, il s'emporte et Frankenstein, dans une lucidité vraiment qui fend le cœur, vraiment, va lui répondre:
Tu n'as jamais su m'écouter. Et cette phrase, elle résonne vraiment comme un miroir pour chacun de nous, en fait, je trouve. Parce que combien de fois dans nos vies, honnêtement, on a déjà été Victor? Non mais osons le dire, incapable d'écouter ce qui dérange nos certitudes ou préférant condamner plutôt que de comprendre et rester sur, ce qu'on pense être juste. Il faut l'avouer, on est des êtres d'imperfection et Victor nous le montre, assez fort. Et puis à un moment donné, dans le film, arrive cette personne. Je ne vais pas vous dire si c'est un homme ou une femme. Cette personne symbolise littéralement la haute société, les dogmes, les convenances, vous voyez? Mais cette personne, elle a su voir Frankenstein. Depuis le début, elle a vu au-delà du visage. Elle a vu la douceur, elle a vu la bonté, elle a vu la naïveté, elle a vu l'innocence, elle a vu la noblesse de cœur de Frankenstein. Et quand elle le retrouve, elle sourit, elle le prend dans ses bras et c'est un geste si simple en fait et pourtant c'est le premier geste d'amour qu'il ait jamais reçu. Mais Victor, le créateur, il voit la scène, il fait quoi? Un coup de feu, il tire. Il tire pour viser Frankenstein. Et devinez quoi? Bah, c'est cette personne qui va s'interposer. Elle va dire à Frankenstein: «Emmène-moi avec toi». Parce qu'à cet instant, en fait, elle sait. Elle sait que le seul être vrai dans ce monde de faux-semblants, c'est Frankenstein. Et Victor, lui, aveuglé, complètement, ose encore accuser Frankenstein. Quand les autres arrivent, il va lui reprocher le meurtre, alors que c'est Victor qui a tiré. C'est Victor le coupable. Et en fait, cette scène parle de la projection pure. C'est-à-dire ce que je refuse de voir en moi, je vais le mettre sur toi. Je te fais porter mes ombres, mes fautes, mes peurs. Et c'est comme ça, exactement comme ça qu'on fabrique des monstres. Et aussi dans le film, il y a ce moment qui pour moi dit tout aussi. Parce que la créature, du coup, Frankenstein, va emporter cette personne de la haute société, splendide, drapée d'élégance, façonnée par les salons dorés et les 1000 couleurs d'un manoir. Vous voyez le truc? Mais elle va aller dans une grotte glaciale, une cavité brute, sombre, même presque hostile en fait quand on voit le décor. Et pourtant, c'est là qu'elle se sent chez elle pour passer ses dernières minutes de vie. Elle s'y sent chez elle parce qu'il est là. Parce que la présence de Frankenstein, cet être qui est pourtant rejeté, chassé, jamais accueilli, c'est son foyer. Frankenstein devient le foyer le plus tendre qu'elle ait jamais rencontré. Cette personne, elle a connu le velours, la lumière, les balles, les conventions. Mais pour mourir, elle ne veut que cette obscurité réchauffée par un seul cœur, par un seul être, par un seul regard. Elle choisit de fuir les dorures pour une pierre humide, de renoncer à la chaleur d'un monde qui l'a façonnée pour une chaleur qu'elle n'a jamais trouvée qu'en lui. Et dans cette grotte froide, c'est la première fois que Frankenstein n'est plus un monstre. Il est un foyer, il est un refuge. Vous vous rendez compte? Il est le seul lieu où quelqu'un a vu son âme avant son visage et que cette personne veut voir et aucun autre avant de s'éteindre. Bon, vous voyez, Frankenstein, c'est pas un roman sur le mal, c'est littéralement un roman sur la non-rencontre, à mon sens. C'est sur ces dialogues qui n'ont jamais eu lieu, sur cette humanité qui juge avant d'écouter. Marie Shelley, elle ne nous dit pas voici le monstre. Non, non, elle nous demande qui est-ce qu'on refuse de voir, qui est-ce qu'on condamne sans comprendre. Et ce qui me bouleverse en fait dans cette histoire, c'est que Frankenstein, il ne demande rien d'extraordinaire. Il demande pas d'admiration, pas de gloire, seulement d'être reconnu dans ce qu'il est de plus véritable. Il veut qu'on voie son cœur avant son corps, son humanité avant sa différence. Et le monde, lui, ne voit qu'une apparence. Il est jugé avant d'avoir parlé, condamné avant d'avoir vécu. Et à force d'être rejeté, il devient ce qu'on a voulu voir. Vous vous rendez compte? Et Marie Shelley, elle nous offre ici vraiment une leçon d'une force inouïe. D'abord, créer, ça engage. Tout ce qu'on met au monde, un mot, un geste, une relation, nous regarde. On en est responsable. Ensuite, deuxième leçon, le regard construit le réel. Regarder quelqu'un avec peur, c'est quoi? Bah, c'est l'enfermer dans ta peur. Le regarder avec confiance, c'est lui donner la chance d'exister autrement. Et dernière leçon, enfin, entendre avant de juger. Avant de dire: «Il est comme ceci, elle est comme cela», prenons le temps d'écouter, de comprendre, de ne pas être dans la projection. Parce que souvent ce qu'on appelle monstre, par exemple dans le cas de Frankenstein, c'est juste un être qu'on n'a pas su aimer, qu'on n'a pas su comprendre, qu'on regarde au travers de notre propre regard, de nos peurs, de nos projections. Si vous relisez ou si vous lisez Frankenstein, vous pouvez aussi regarder le film. Le film, je le trouve, vraiment assez fidèle au livre, donc n'hésitez pas.
Donc c'est Frankenstein, sur Netflix. Bref, si vous lisez, relisez ou regardez le film Frankenstein, écoutez les mots de Frankenstein parce qu'en fait, il dit: «Je ne demande pas la perfection, je demande d'exister quelque part. Sauf que ça m'est toujours refusé pour des raisons esthétiques». Bon, il a pas dit ça directement, mais je vous le fais en gros, quoi. Mais vous savez, ça, je crois, c'est la phrase la plus humaine qui soit. Et ça en dit long, en fait, sur cette histoire. Sur cette histoire j'en perds mon latin. Sur cette histoire où on parle sans cesse d'un monstre qui est effrayant, qui fait peur et cetera, alors qu'en fait, c'est le plus humain de tous. Et c'est là-dessus que va s'arrêter ce podcast qui est déjà, je pense, assez long. J'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et on se retrouve très bientôt.